parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Vous nous écoutez en région, à Bokeh sur 99.7, même fréquence si vous êtes du côté de Kindia à 99.7 également en modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, merci à vous tous à l'international grâce à Sola Media. Vous suivez cette émission sur les réseaux sociaux. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. En tout cas, si vous souhaitez qu'on vous lit vos messages dans cette émission, dans la deuxième partie, vous avez la possibilité évidemment d'interagir sur nos sujets. Soit vous partez là, le hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission un peu plus tard. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Hier, sur nos antennes, nous évoquions un scandale impliquant donc l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, le partenaire Afinor. Celui-ci avait opposé donc une fin de non-recevoir à une délégation guinéenne de la BCRG, malgré l'insistance donc des nouvelles autorités guinéennes, tout pour nourrir donc le doute sur la destination effective des pierres précieuses d'une valeur d'un peu plus de 1200 milliards de francs guinéens, il faut le dire. L'avocat justement ce matin, Aboubakar Sidiki Kamara, conseiller d'Afinor, brise le silence sur les GG. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, pour nous en dire un peu plus sur cette affaire, j'ai envie de dire sulfureuse. Vous restez avec nous dans la deuxième partie. Nous allons parler évidemment de l'espoir de Corenty. L'espoir de Corenty donc sommet de faire du ballet à espace Fugu Fugu Faga Faga d'ici le 12 février par la direction régionale de la police de Conakry, mais les conditions font déjà zazer. Donc le groupe qui rompt le silence ce matin chez les GG, Bouba Mangué, vous allez la voir ce matin évidemment, l'auteur de Tube, Dadi, il sera avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Une grande gueule comme une équipe de foot, vous allez comprendre, avec Jacques Léoua. Léno, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bonjour à vous, allez. L'homme de Konya, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et donc, bonjour à tout le Konya. Voilà, Daouda Mohamed Kamara avec nous. Bonjour mon cher Roby, on fait de la télé quand même. Avec le sélectionneur LG. On verra bien ça. Le panneau de la démagogie a disparu sur le pont 8 novembre. Ben voilà, ben c'est bien. On en parlera dans un instant. Bien sûr, plaît, absolument. Voilà. Bonjour mon cher... Yaya. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, notre sélectionneur. Bonjour. Oui, absolument. Merci, on a vu. Merci. C'est moi Kabadia. En plus, j'ai l'impression que par l'arrière, là, nos têtes se ressemblent. Ça ressemble, oui, absolument. Voilà, ça va, Tamba? Ça va, Lamine, et toi? Ça va très bien. Ça peut aller. Oui. J'ai dit si on me retrouvait vivant ce matin. Oui. Non, je sais ce qui s'est passé. Ben oui. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. On en parlera. Ouais, tu parlais de ce panneau, il était temps que ce panneau disparaisse parce qu'on se souvient très bien que le 6 ou le 5, je crois, septembre, à la prise du pouvoir du colonel Doumbouya, il avait déclaré à l'époque, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, qu'aucune démagogie, 2 jours après, c'est ça, aucune démagogie ne serait acceptée, aucun mouvement de soutien ne serait admis, aucune affiche publicitaire rendant gloire au roi, au nouveau roi de la République serait affiché. Et je me souviens très bien qu'à cette époque, des jeunes étaient venus du côté de l'esplanade du Palais du Peuple avec des comment on appelle ça, des tracts, la sono. Ils avaient été manu militari dégagés de là et expulsés de l'endroit. Mais ça s'est pas arrêté. Malheureusement, c'est une administration publique qui s'est prêté au jeu. Je pense que c'était une affiche fabriquée ou affichée par l'OGP sur laquelle vous pouviez voir le président à gauche. Les grandes gueules.
les deux présidents, le président de la République à gauche et le nouveau président du CNT à droite. Et puis au milieu, vous voyez OGP, CNRD, c'était une grosse affiche de la démagogie. Et je pense que les réseaux sociaux et beaucoup d'autres personnes se sont mis au travail. Ça a quitté, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on laisse le président dans sa sérénité, sortant de nos vieilles habitudes. Il est temps que nous arrêtions. Oui, pardon? S'il est serein. Si il est serein. Qu'il soit serein ou pas, ça, Voilà, c'est à lui de mieux. savoir. Voilà. C'est à lui de savoir. Moi, Jacques, ne me regardez pas qu'il comme soit ça. serein ou Voilà. pas, c'est son état d'âme. Moi, je crois qu'il est serein, ça va pas faire. Mais pour le moment, je pense que nous ne le conduisons pas à l'erreur. La démagogie a toujours été un moyen utilisé pour influencer et pour dérouter les chefs d'État dans notre pays. Vous savez, mais quelle que soit notre capacité à résister, lorsqu'on vous lance dans ce chemin-là, vous déroutez forcément. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'était une sage décision que de demander à l'OGP de désafficher sur cette affiche. Et pour moi, je suis très content. C'est une grande décision. Voilà, on espère en tout cas, parce que quand tu regardes un petit peu autour, hier déjà, des bonnes foules, moi c'est hier à minuit, j'ai vu ça qu'il avait fait des parades et tout ça. Mais il a besoin de ça. Mais comment ça, il en a besoin? Mais il a besoin de ça. Attends, est-ce que je sache, vous pensez que c'est facile? sincèrement, Vous pensez que c'est facile d'être coincé dans un palais tout le temps? Il faut qu'il sorte, il faut qu'il soit en contact avec les gens, il faut qu'il sorte, voit par exemple, peut-être que c'est lui qui a vu ce fameux panneau. C'est parce que c'est hier soir que ça a disparu. C'est peut-être. Allez-y mon cher Tamba. Non, ils ont enlevé le panneau. Mais qui va payer? Parce que ça a coûté de l'argent aux contribuables. Ça, c'est certainement l'argent de la caisse de l'OGP. Il faut rembourser. Il faut rembourser ça, il faut rembourser. On ne peut pas juste aller enlever comme ça pour enlever. Si on prend ce type de décision, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'argent de l'État, on en fait ce qu'on veut. Après, on ne pose pas de questions, même si ça coûte 1 million. Grand frère Mandian là-bas, là, il faut payer. Moi, c'est une chose claire pour moi. La deuxième chose, il aurait pu faire cette affiche. Sincèrement, je pense qu'il aurait pu faire cette affiche. Ah oui? Oui, il aurait pu. Doumbouya a prononcé des paroles fortes quand il a pris le pouvoir. Et même dans les communications qui ont poursuivi. Il aurait pu maintenir cette affiche, mais avec des paroles qui lui rappellent à lui ses engagements. Voilà, exactement. On aurait pu faire ce genre de choses. J'ai bien compris. Voilà, là, maintenant, tu me rassures. Après, on met, la respiration on met coupée. une affiche. Et puis, là encore, je parle de Doumbouya. Mais on met l'affiche de Doumbouya, on met la photo de Doumbouya. Et puis, on met la photo de Dansa. Si la régie pouvait me mettre le visage de Jacques Sansouman, ça serait bien. Allez-y. Alors, et puis, il met la photo de Dansa Kourouma. Moi, je pense qu'il faut quand même être, honnête. Pourquoi Dansa? Pourquoi pas moi, alors? Pourquoi pas le PM? Pourquoi pas le Non, PM? non, laissez le PM. Laissez le PM. Pourquoi pas la commerçante de Matoto? Bien sûr. Pourquoi pas? Bien. Dans le cadre de cette transition-là, il est certes le président de la transition, mais il faut quand même avoir du mérite. Pour être affiché à la vue de tout le monde, tous les Guinéens passent là-bas, on te voit. Il y en a, ils voient ça, ça peut aggraver leur ulcère. Leur gastrique. Ça peut aggraver leur gastrique quand ils voient ça. Parce qu'on a quand même, je l'ai dit quand il s'agissait de commenter la nomination de Dansa, la désignation de Dansa au poste de président du Conseil national de la transition, ces communications sur le troisième mandat existent encore. Et puis c'est son image que l'on prend. Je pense que là, si le président a le droit de nommer qui il veut pour le poste du CNT, je pense que Mandian et tous les autres qui ont travaillé à cela ont mal fait d'en rajouter à ça. Je pense que ça, de trop. C'était trop. Ça, pour certaines personnes qui ont quand même vu leurs enfants perdus, qui sont morts dans l'opposition au troisième mandat, et puis des gens s'opposent au troisième mandat. Certains sont enfermés, d'autres meurent. Et puis ils se retrouvent là. Parce que quand le troisième mandat est acté, vous avez vu ce que Dansa dit, maintenant en place au travail, tous ceux qui vont s'opposer à ça sont des rebelles. Quand tu as perdu un enfant dans ça. Je pense par exemple à la veuve de Roger Bamba qui serait en train de passer là-bas et qui voit cette image. Et qui voit ce que Dansa aura dit. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? Est-ce qu'on va à la transition? Les grandes gueules. En voulant rompre clairement avec les habitudes du passé. Mais je le dis encore, c'est une grosse erreur d'avoir agi de cette façon. Maintenant, le président sur le bain de foule, moi je rejoins carrément Roby. Dans ce studio, nous avons critiqué Alpha Condé d'être resté dans une bulle, enfermé là-bas, de ne pas connaître la réalité. En revanche, ce que je dirais à Doumbouya, c'est peut-être de réfléchir à une autre démarche que celle où simplement on lève la main, où on n'a pas directement accès aux gens. Il y a une autre démarche qui permettrait à un président d'être en contact
avec les populations à la base, tâter leur réalité, entendre leurs préoccupations, il aurait pu user d'autres mécanismes, pas que ce bain de foule qui finalement ne reste que populiste. Même si du populisme, de la propagande, les politiques en ont besoin, qui qu'ils soient. Je rappelais que même Obama, on le voyait souvent sortir, marcher, aller à un McDo. Lui-même, ça a ameuté des masses. C'était toujours comme ça. Donc ce moment, il est bon pour jauger qui on est, voir un peu ce qu'il en est, mais il faut trouver des mécanismes plus intelligents qui permettent au président d'être directement au contact des préoccupations des Guinéens, sinon ça le fait pas. Ouais, ça le fait pas. Voilà. Enquête de popularité. Allez-y, mon cher Caps. Voilà, bonjour déjà. Bonjour d'abord. Bonjour. Oui. Voilà, sauf que ce tact ne permet pas véritablement au président Mamadi Doumbouya de jauger sa popularité. Ouais. Parce que s'il va sur une telle base, il va se tromper sur toute la ligne. On se souviendra de ce phénomène Alpha Condé quand il était en train de chercher le troisième mandat avec le projet de nouvelle constitution, quand il a fait descendre une marée humaine dans la rue et que le FNDC à son tour faisait descendre les mêmes marées dans la rue, on se demandait finalement est-ce que ces gens-là étaient tous des Guinéens. Quelle utilité justement? Maintenant, allons-y au-delà. Allons-y au-delà. Même quand on prend les leaders politiques qui sortaient un petit peu dans la rue, quand un leader vient dans un quartier, mobilise le monde quand il quitte, et qu'un autre leader vienne, c'est le même monde qui sortent derrière. Donc s'ils doivent se baser sur ça pour jauger sa popularité, je pense qu'il est en train de passer à côté de la plaque. Parce que déjà, le but qui est rappelé en sa sortie, on dit, il sort pour être au contact avec la population, pour comprendre la souffrance de la population. Est-ce que sa sortie d'hier lui a permis de comprendre si la population souffre ou pas? À mon avis, non. Et maintenant, s'il veut s'inscrire dans une telle démarche, une des solutions serait quoi? Quand il a pris le pouvoir, il a initié les journées de concertation. Il peut peut-être se donner chaque 3 mois, par exemple une semaine ou 10 jours, pour rencontrer les différentes corporations, pour échanger avec eux et leur demander quelle est la situation aujourd'hui par rapport aux résultats qui sont en train d'être obtenus par son gouvernement. Je pense qu'à ce moment-là, il aura une bonne stratégie pour lui de pouvoir mesurer. Et je termine là-dessus, Lamine, avec le colonel Amara. Le colonel Amara, parce qu'à chaque sortie du président, il a tendance à vouloir s'exprimer pour ressortir quelque part que le colonel est toujours populaire. Quand on sait que lors de la sortie récente du colonel, il est d'abord venu sur l'axe de Prince. Quand il est venu, on a vu qu'il n'y avait pas un certain monde derrière lui. Et derrière, il a mené une autre sortie où il est parti vers la primature. Et cela, on a vu le colonel Amara qui était sorti pour quelque part dire, si vous dites, il n'a pas dit en ces termes, mais ce que ça veut dire à mon sens, si vous dites qu'il est allé sur la route Le Prince et que les gens ne sont pas sortis, qu'il n'est plus populaire, que les gens n'adhèrent plus, maintenant qu'il est sorti pour aller à la primature, les gens le suivent. Maintenant, au-delà de ça, quand il sort également pour venir vers la casse, pour refaire tout ça, et que le colonel Amara vienne derrière pour tenir de telles communications, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le colonel Mamadi Doumbouya fasse attention, parce qu'encore une fois, il ne faudrait pas qu'il se trompe comme le régime précédent. Allez-y, mon cher Daouda. On aime bien le colonel Mamadi Doumbouya, on aime bien toute son équipe, mais l'élan qu'ils sont en train de prendre, je me dis que ça frise avec du populisme. Ça n'a pas d'importance. Lorsque Tamba rappelle un peu Obama ou autre, ce ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas dans le même statut. Obama était dans un mandat légal. Et le colonel est un putschiste. Un putschiste qui n'a que la transition à gérer. On n'a pas besoin de savoir aujourd'hui en quoi il est populaire, en quoi le monde peut sortir ça et là. Je t'aime un peu contre ceux qui ont pensé à un moment donné qu'il est allé sur la route Le Prince ou à la mosquée turque, personne n'est sorti. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est bon de se faire applaudir. Hein, et c'est en cela on prend de la mayonnaise. C'est en cela on prend de la mayonnaise. La mayonnaise est délicieuse. Alors, si elle est délicieuse, elle n'est pas aussi loin de nous mettre plein le visage, le gras. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, le président Doumbouya n'a pas besoin de ces sorties multiples. En sortant, en venant à la casse, qu'est-ce qu'il a dû relever comme problème des gens de la casse? Quand il vient à la mosquée turque, quand il va à la primature, il rentre dans les bureaux, il sort. Qu'est-ce qu'il relève comme problème réel? En prenant le pouvoir, lui-même il a dit, c'est en partant des problèmes dont souffre le peuple de Guinée, qu'ils ont décidé de prendre le pouvoir. Est-ce que c'est aujourd'hui, il va chercher où se trouve le problème du Guinéen? Ça veut dire que ce qu'il nous a dit à la prise du pouvoir, ce n'était pas de la réalité. Il a inventé tout simplement pour nous dire que... Vous allez me permettre d'aller. Le colonel Mamadi Doumbouya, en prenant le pouvoir, a dit
que c'est face aux problèmes des Guinéens, la pauvreté, la gabegie financière, ainsi de suite. Il a cité un bon nombre d'éléments qui ont parfois amené les gens à adhérer à son idée. C'est aujourd'hui, il va nous dire qu'il ne connaît pas le problème des Guinéens. C'est aujourd'hui, les conseillers vont nous dire qu'ils ne connaissent pas les problèmes des Guinéens, ils doivent aller encore, ainsi de suite, à l'intérieur du pays pour aller rencontrer. Je me dis que le travail, il doit se faire, mais ce n'est pas dans le populisme, ce n'est pas en s'offrant une marée humaine à la casse ou à Matoto ou ça et là. Ça ne veut absolument rien dire. On en a vu dans ce pays et derrière, ça ne fait que prendre de la mayonnaise et par finir, c'est nous qui allons dire attention, ça glisse comme Roby l'a dit tout à l'heure. Mais c'est ce qui est en train de se passer, justement. Allez-y, mon cher Yaya. Merci, Lamine. Alors, je vais un peu faire une petite analyse sur l'affiche de l'OGP. J'ai fait un tour, mais d'abord, je me suis dit, il faut faire une petite analyse sémiologique. Alors, sur une affiche comme ça... Sémiologique. Oui, sémiologique. Sur une affiche comme ça, il y a 3 codes. Il y a le code iconique, il y a le code linguistique et il y a le code plastique. Alors, restons un peu sur le code linguistique, c'est-à-dire le message qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu quelque part où on a dit le président, le CNT installé, le président Mamadi Doumbouya a tenu parole. C'est un va de soi. Je pense que ce soit avec le président Mamadi Doumbouya ou un autre, le CNT, pendant une transition, a droit d'exister. C'est tout à fait normal. Donc c'était un va de soi, ça allait être installé, peut-être ça a duré même, c'est ça le problème. Mais c'était un va de soi, ça devait arriver et c'est arrivé. Donc on n'en avait pas besoin de ça. C'était impertinent et c'était inopportun. Donc si vous regardez maintenant le mariage des photos, la photo de Dansa et la photo du président, je pense que c'est ça le code. Exactement. Donc je pense qu'on n'en avait pas besoin de ça. Regardez exactement. Donc dis le mot, il faut dire. On n'entend pas, s'il te plaît, laisse-le parler. Je vais le laisser parler là. Non, je suis tellement content quand je l'entends parler. En fait, c'est les deux images là. Ça, c'est un inceste iconique. Hein? Iconique. Un inceste iconique. C'est ce qui s'est passé. Oui. Bien. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai continué pour dire que si vous voyez à la fois les 3 codes iconiques, plastiques et linguistiques, c'était pas vraiment une bonne chose. Et je termine avec la sortie du président. Je considère que, comme l'a dit Tamba, il y a d'autres façons de venir s'enquérir des réalités de la population. Par exemple, il peut faire des visites banalisées. Des visites banalisées où il peut venir écouter les populations, rencontrer les enfers des porte-à-porte parfois la nuit. Et également, le rôle des renseignements généraux, ça sert aussi à ça. Bien sûr. Même si on a des renseignements pourris, il faut le rappeler. Hein. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Oui, justement, un auditeur qui demandait c'est quoi la sémiologie, c'est l'étude des signes. Voilà. Les grandes gueules. C'est l'étude des signes. Alors justement, je voulais tout simplement dire, Doumbouya, si on revient un peu en arrière, lui-même il avait dit qu'il ne veut pas d'effigie, qu'il ne voulait pas de discours de critiquer à la RTG, justement, qu'il ne voulait pas de ça. Et j'aimerais là, la RTG a la peau dure, hein, dans ce sens. J'aimerais tout simplement. Ils arrêtent jamais. J'aimerais tout simplement qu'il ait une raison pour laquelle il est prêt à donner sa vie. Et cette raison, c'était le 5 septembre. Exact. Le 5 septembre, il a dit je fais ce coup parce que... On est parti à la mort. Voilà, on est parti à la mort. On est parti à la mort parce qu'on a violé la Constitution. Parce que les Guinéens se regardaient avec Khalifa Gassama aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'on se regardait en chien de croyance. On est parti à la mort parce qu'il y avait une crise économique où l'économie stagnait. On est parti à la mort parce que tout simplement, il y avait un déséquilibre entre les citoyens. On est parti à la mort parce que la question de la réconciliation nationale a été juste en débat, un débat creux. Il n'y a pas eu de solution. Donc voilà autant de facteurs qui nous ont amenés vers le coup d'État. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec sa sortie à répétition, je pense qu'il est en train de s'écarter de ce discours initial. Il faut qu'il fasse très attention. Vous savez, on dit souvent la politique est un art pour les connaisseurs, mais métier pour les amateurs. C'est François Mitterrand qui le disait. Et je pense qu'il a des conseillers autour de lui, mais sauf qu'à un moment donné, il faut qu'il ait cette raison-là. Et cette raison, c'est de réconcilier aujourd'hui le peuple de Guinée. Il a des chantiers qui l'attendent. Ils ont une feuille de route qui a été répartie en 5 points. 5 axes. Il faut qu'il revienne sur cette feuille de route-là. Il se dit aujourd'hui que veulent les Guinéens. Les Guinéens veulent la réconciliation. Les Guinéens veulent les audits. Les Guinéens veulent qu'on parte rapidement vers le retour à l'ordre constitutionnel, notamment l'élaboration de la Constitution et les autres textes réglementaires. Il faut se mettre au travail. Je pense que le fait de sortir
pour tester son capital humain sur le terrain, c'est une perte de temps. Je pense qu'il faut c'est la dividende. Justement, il faut qu'ils se mettent, au travail. Il faut qu'ils se mettent au travail. Le dividende, pardon. Voilà, il faut qu'ils se mettent au travail. Le fait de sortir à tout moment, tester sa popularité, je pense que là, on est en train, disons, de perdre du temps. Ouais. Il faut qu'ils se mettent au travail. Aujourd'hui, les Guinéens, je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'à un moment donné, pourquoi on l'écoute? Pourquoi les Guinéens ne disent rien? Parce qu'il y a l'espoir. Ouais, c'est l'espoir qui est en train de faire vivre les Guinéens aujourd'hui. La politique, c'est ça, hein? Justement, c'est l'espoir. Ouais. Et cet espoir-là, il faut le maintenir. Et le maintenir, c'est de se mettre au travail. Ouais. Justement. Alors, à un moment... Je vous trouve dans ce studio excessif. Non. Attendez. C'est pas laisse-le finir. Tamba, vas-y. On a passé 10 années ici. 10 années. On a dit à un homme qu'il fallait se mettre au travail. Et on veut rompre avec ce qui s'est passé. Et le faire, c'est se mettre au travail, l'ami. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sache ce que nous voulons. Je l'ai dit une fois ici dans ce studio. Le président, il est dans une voiture. On vous appelle pour aller sur un champ de bataille. On vous dit, si vous n'arrivez pas, la Guinée va perdre la bataille. Vous venez, vous êtes dans le camion avec vos hommes, il y a une Fiat qui passe devant la voiture. Soit vous renversez la Fiat pour arriver à bon port, rapidement pour gagner la bataille, ou tout simplement vous évitez la Fiat, vous tombez dans les ravins et vous mourrez, et c'est le pays qui va en pâtir. Donc aujourd'hui, il faut qu'il ait cette raison-là. Soit il renverse cette petite fille, il fonce. Même si ça ne plaît pas aux gens, il faut prendre des décisions, même si elles sont impopulaires. Mais si ça va dans l'intérêt commun, il faut le faire. On n'a pas besoin de sortir dans la rue pour tester sa popularité. Il faut se mettre au travail. Les Guinéens attendent cela. Aujourd'hui, ce pays, 60 années après, il y a eu des avancées dans beaucoup de secteurs, mais une fois encore, aujourd'hui, il y a un système politique qu'il faut repenser, il y a un système économique qu'il faut repenser. Je pense qu'il faut se mettre au travail. Si on ne le fait pas, les Guinéens vont commencer à se poser des questions à la longue pour dire, attention, cet espoir-là, il est en train de s'effilocher, et aujourd'hui, il faut que le président comprenne cela. Ceux qui le conseillent, je suis d'accord qu'il y a des hommes intelligents. Amara, c'est un homme brillant. Lorsqu'on l'écoute, on sent, il sait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette au travail. Parce que justement, parce que cet espoir-là, les Guinéens à un moment donné vont dire attention, c'est la fin de ce mariage, c'est la fin surtout de cette lune de miel, parce que ce qui nous maintient. Et quand ça va arriver, et il va comprendre en fait la moralité des Guinéens. À un moment donné, on commence à cracher dans la soupe. Très bien la moralité des Guinéens. On essaie d'appuyer les petits boutons de gauche à droite à savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas et tout ça. Il faut se mettre au travail, c'est extrêmement important. Dommage. Merci beaucoup mon cher Diba. Allez, Jacques Lewalino. Vas-y mon grand. Les joueurs ont fini de parler. Après il dit bon, je crois que lui il va marquer. Son espoir sur moi. Ce que j'ai envie de dire, d'abord je vais commencer par le travail. Ouais. Moi, je pense que le colonel, son travail, c'est quoi? C'est la coordination. Il a mis un gouvernement en place qui doit mettre en œuvre sa politique. Il y a un CNT qui doit faire le travail législatif. Il y a les institutions judiciaires qu'il a mises en place pour travailler sur les crimes économiques. Mais je crois qu'il va falloir aussi, s'il ne faut pas mettre totalement une institution ou une cour spéciale pour statuer sur les crimes humains, il va falloir mettre les tribunaux de première instance sur le coup pour pouvoir travailler. Moi, je pense qu'il travaille. Ouais. Je pense qu'il travaille. En tout cas, ce qu'un président fait, il l'a fait. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, il faut voir est-ce que les hommes qu'il a choisis sont en train, n'est-ce pas, de faire leur travail comme il faut. La question est à ce niveau. Moi, sur cette affiche, je pense que l'homme qui avait beaucoup plus besoin de celle-là, c'est Dansa Kourouma. Parce qu'on a pensé qu'en présentant cela, ou disons en mettant le CNT en place, c'est un exploit de réaliser pour le colonel Doumbouya. Non. Ce n'est pas un exploit. C'est pas un exploit. Oui. Ça a pris du temps. Et puis le CNT, s'est réservé à un moment donné. C'est un CNT quand même mal né. Ouais. Il y a des personnes qui sont allées, qui ne devraient pas y être. Bien sûr. Et puis, pour la question de légitimité, dont souffre aujourd'hui cette institution, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le CNT souffre de légitimité, surtout son bureau exécutif. Nous avions suggéré ici, et cela, elle est très bien aidé le colonel Doumbouya. C'était de faire en sorte que, oui, le décret devrait intervenir pour confirmer, mais de donner la possibilité aux conseillers nationaux de la transition de choisir leur bureau exécutif. Oui. Ça allait beaucoup aider. Oui, et on a bien vu, on a quelqu'un qui est à la tête, qui a œuvré, nous l'avons appris, pour que beaucoup viennent au CNT, qui est donc à la tête,
et qui veut certainement favoriser ceux-là, qui veut leur donner beaucoup plus de possibilités. Je crains finalement que le travail sérieux ne se fasse au sein de cette institution. Lorsque, par exemple, des discours vous disent « Ah non, on ne va pas réinventer la roue », il y a des choses, on peut tout simplement les relire et puis on passe. Moi, je pense que si on est là... Le règlement intérieur. Si on est là pour relire quelques textes, je ne parle pas du règlement intérieur, mais même ça, ils veulent calquer. Des textes. Ouais, mais le règlement intérieur, ça ne concerne que là-bas. Ça ne concerne que l'institution. Mais pour les textes qui doivent gouverner notre pays les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années, si on doit tout simplement prendre les textes qui existent, les relire, les adapter et puis envoyer chez le président. Moi, je pense que le CNT n'a pas sa raison d'être. On trouve tout simplement des intellectuels de qualité qui vont nous faire ce travail. Si ce n'est pas un lieu de débat, où j'ai vu des scénarios inimaginables, où on ne peut pas s'entendre sur le minimum, parce que tout simplement, le président, il a décidé, c'est le Moronaba. Et ça, je crois que ça peut être à un moment donné un problème. Pour la sortie de Doumbouya, je suis d'accord que ce n'est pas un élément qui peut l'aider à évaluer sa popularité. Et je crois fermement aujourd'hui que sa popularité a baissé et l'élément déclencheur de cela, c'est bien sûr le CNT. La façon dont le CNT a été mis en place n'a pas été du tout appréciable. Il y a un travail qui a commencé qui n'est pas allé jusqu'au bout. Il avait beaucoup de leviers sur lesquels il pouvait s'appuyer pour continuer à asseoir une certaine légitimité au sein de toutes les institutions. Vous avez vu le gouvernement? Les gens n'ont rien dit. Parce qu'ils savent qu'il y a un travail sérieux qui a accompagné la mise en place du gouvernement. Ça a même été apprécié. Ça a été apprécié. Le choix des personnes, la qualité des ministres, etc. Femmes, oui, bien sûr. Mais là, le CNT, on commence très bien et puis tout se joue entre un département ministériel et puis un comité je voudrais dire mafieux qui va tirer sur je sais pas comment, qui va choisir comme ça, comme il l'a voulu, des personnes qui vont et finalement ça peut nettement poser problème. Je vais terminer par l'OGP. On a un problème avec l'OGP. Vous savez, tous les directeurs qui se sont succédés là-bas ont quand même fait quelque chose de démagogique. Je crois que Paul Moussa, lui, il avait un parti politique, donc il s'en cachait pas. Il parlait beaucoup pour le président. Mais Kapi, lui, il a mis un journal en place, carrément. Un journal pour le président. Le journal de l'OGP. Le journal de l'OGP. Donc, ce que Mandian fait n'est qu'une payé à coups de milliards. C'est comme si quand vous êtes à l'OGP, on leur a dit c'est la publicité. Je crois qu'ils se disent dans leur tête, il faut faire la publicité de celui qui m'a nommé. Je crois qu'il faut qu'on soit administrateur jusqu'au bout. Voilà, allez-y, Tamapoklor. Alors, rapidement, ce que je veux dire, c'est certainement 2 choses. Moi, personnellement, j'ai rien, comme je l'ai dit au début, je n'ai rien contre l'affiche du président de la transition à quelques endroits. Mais on peut mieux exploiter cette opportunité. Première chose. Deuxièmement, il faut faire attention à dire que ce type de sortie n'enseigne rien au président. C'est pas vrai. L'observation, on nous l'apprend dans les classes, l'observation est la première source de la connaissance. Ce que tu vois te fait changer des choses. Vous avez vu Jerry Rawlings au Ghana, ce qu'il fait finalement, il sort dans la circulation, il voit qu'il y a trop d'embouteillages, ça lui inspire des idées, il retourne dans le conseil des ministres et les choses changent par rapport à ce qu'il voit. Tu vois un problème, tu l'observes, ça t'aide à changer. Mais pour la même personne, ça fait 6 mois maintenant que le président il est là, il sait offrir combien de bains de foule finalement. C'est pourquoi je dis, il faut quand même savoir raison garder et ne pas résumer son action à des bains de foule. Sauf que Tamba, dans ce cadre, il est dans un élan comparatif. Je suis allé sur la route de Prince, ça n'a pas été ça. Je vais aller sur l'autoroute Fidel Castro et je trouverai ceci. Est-ce que tu me permets, s'il te plaît? Vas-y. Je ne suis pas d'accord avec le comparatif. Je trouve ça banal. Je trouve ça bas de dire il a été là-bas, il faut aller. Pourquoi on se préoccupe de ça pour un homme d'État? Je suis pas d'accord avec ça. Mais ce que je dis, c'est que tous les hommes politiques ont besoin de bains de foule. Macron a essayé, on l'a giflé. Et vous avez vu, ça c'est des choses, partout ça se fait. Et c'est pas parce qu'un homme politique est légitimement élu, légalement élu, ou qu'il ait été un putsch que ça change les choses. Ils ont en leur main un pouvoir politique et ils ont besoin de ça. Et Yaya a dit quelque chose d'intéressant. Mais au-delà des visites banalisées, ou des renseignements généraux qui travaillent plus sur la surveillance du territoire, sur la gouvernance et tout, Lamine, il y a un outil important de toutes les démocraties. C'est les sondages.
C'est les sondages. Et ça, c'est le sondage guinéen. Je vais vous dire, il faut aller par cela. Nous, par exemple, nous suspectons que sa popularité a baissé. Mais est-ce qu'on a des éléments en notre possession pour ça? La réponse est non. Il faudrait aller à des sondages. C'est pour quelle fin? C'est pour quelle fin? Ce n'est qu'un président de la transition. Il n'a que la transition à gérer. C'est pour quelle fin? Oui, il y a autre chose derrière. Même si j'avais 6 mois, si j'étais à sa place, même si j'avais 6 mois, j'allais faire un sondage toutes les semaines. Oui, j'allais le faire. Merci beaucoup. Allez, Ahmed Kourma, bonjour. Bonjour. Bienvenue, mon cher Ahmed. Merci. Excusez-moi pour le retard. Oui, non, mais pour une fois, je vais être absolument d'accord avec Tamba. Où est le problème si Doumi va faire un petit tour à la Dadi? Je ne sais pas où est le problème. Qu'il prenne un bain de foule, qu'il ait besoin de tâter le pouls du peuple. De ses décisions. C'est c'est là où on mesure l'ampleur de ses décisions. Non, mais c'est là où on mesure l'impact, d'abord, pas l'ampleur, mais l'impact de ses décisions sur la société, sur les décisions qu'il prenne. Je pense que c'est une excellente chose qu'il aille vers le peuple. J'ai toujours dit qu'il fallait ouvrir ses couturiers au peuple. C'est pas au peuple d'aller vers les dirigeants, c'est aux dirigeants, ceux à qui on donne mandat de venir vers nous. Donc je vois pas de quoi on se plaint. Moi, ce bain de foule, il a mesuré, je pense, sa cote de popularité. Ça doit lui faire du bien parce que il y a, c'est Sigmund Freud, une expression qu'on appelle la libido du pouvoir. Cette envie voilà, tu vois, c'est les grandes gueules. Parce que quand on est un homme politique, on aime son pays et on aime le peuple pour lequel on se bat. Donc pour moi, honnêtement, ça ne me pose pas de problème. Là où par contre ça me pose problème, c'est que effectivement j'ai l'impression d'avoir une sempiternelle ritournelle de la médiocrité à l'OGP. Ça, franchement, ça devient pesant dans ce pays. Mandian Sidibé, opposant, je l'adorais. Là, directeur de l'OGP, je le trouve démago. Il ne rend pas. Non, laisse-moi finir. Il parlait de Céline Diallo à l'époque. Laisse-moi finir. Non, sauf que là, il utilise les moyens de l'État. Il est dans sa propre démarche. Laisse-moi finir. Il ne se contredit pas. Il utilise. Il ne se contredit pas. Mais qu'il se contredise pas, c'est pas la question. Sauf qu'il utilise. Non, ne me dis pas tu es déçu. Non, je suis déçu. Oui, malheureusement. Tu as raison. Non, mais dans la finesse, tu as raison, c'est vrai. Donc, effectivement, ça ne doit pas nous étonner. C'est le mendiant des réseaux sociaux qui s'est transplanté à l'OGP. Je peux finir. Jacques a dit, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là comprennent lorsqu'on les nomme à ce poste. En grandeur nature cette fois-ci. Allez-y. Oui, on a l'impression que Jacques avait raison sur un point, c'est qu'on a l'impression que lorsqu'on nomme ces gens-là, ils confondent en fait leur mission. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent la publicité du peuple. Non, mon garçon, du président. Non, garçon, on t'a pas nommé pour ça. On t'a nommé pour que tu puisses faire une régie qui régit les publicités du secteur privé. Tu vois, fais-nous des affiches de lait, tu vois, de bébé, je sais pas moi, un truc sympa. Mais arrêtons avec Doumi en grand quelque part, et puis, comme il s'appelle là, dans ça en petit ou en moyen, de l'autre côté. On en a soupé. La propagande 70, façon communiste stalinienne, sortons de ça. On est en 2022, messieurs. Bien. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Le colosse à la réalisation de l'émission à la télé, Mamoudou Condé, merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, 00224 657 39 13 13 si vous nous écoutez à la radio. Si vous nous regardez à la télévision, vous êtes sur les réseaux sociaux, évidemment, possibilité vous est donnée pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, le hashtag EspaceGG, avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. On parle de vous dans la radio tous les matins. Je le disais tantôt à l'entame, hier sur nos antennes, nous évoquions donc un scandale impliquant l'ancien gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée et le partenaire Afinor. Celui-ci avait proposé une fin de non-recevoir à une délégation guinéenne de la BCRG, malgré donc l'insistance des nouvelles autorités guinéennes, tout pour nourrir le doute sur la destination effective des pierres précieuses d'une valeur, tenez-vous bien, de plus de 1200 milliards
de francs guinéens. L'avocat justement d'Affinor, Aboubacar Sidiki Kamara, conseil d'Affinor, donc brise de silence ce matin chez les Grandes Gueules. On va le recevoir donc dans la deuxième partie de l'émission. Les espoirs de Coronti, ça vous dit forcément quelque chose? Eh bien, ils sont sommés donc de faire du ballet à l'espace Fougou Fougou Faga Faga d'ici donc le 12 février par la direction régionale de la police de Conakry. Mais les conditions font déjà jaser, évidemment, le groupe qui rompt donc le silence ce matin chez les GG. Au lieu de Boumamangué, c'est évidemment notre ami Ali Sanson. Ali Sanson, voilà, qui sera avec nous ce matin dans cette émission. On revient sur cette affaire, évidemment. On parle de Mamadou Sylla encore ce matin. Oui. Mon cher Diba, Milimono, il faut le dire, Futurelec. Quelle est la situation des audits de 2000? Et voilà. Alors il faut rappeler qu'il y a eu 4 audits depuis 2000 avec le groupe Futurelec. Oui. Alors des audits en partenariat avec l'État guinéen. Mais avant, on va revenir rapidement sur Air Guinée parce que c'est à l'occasion de cela il a pris la parole sur nos antennes pour dire qu'il ne devait rien à l'État guinéen dans ce dossier. Alors moi j'ai eu la chance de mettre la main sur la convention, sur la cession de Air Guinée ses actifs, mais également le contrat de bail à construction. Alors lorsque vous regardez d'abord cette convention, là mais il faut rappeler qu'à la prise de pouvoir du CMRN, en 85, l'État avait décidé de sortir de l'économie planifiée, c'est-à-dire du socialisme, et d'aller vers une économie de marché, une économie libérale. Alors, qui parle de l'économie libérale parle du secteur privé qui est acteur dans la production. Donc, à cet instant, ils ont accepté, vers les années 90, d'aller vers l'ajustement structurel. À l'époque, les institutions de Bretton Woods proposaient aux États qui voulaient apporter des réformes profondes macroéconomiques. Alors, il y a des conditions qui avaient été posées. L'État sous-sectoré avait 3 avions, les 2 gros porteurs et le petit. Et donc, sur les 3 avions, après le régime Sékou, le régime a décidé à l'époque de revendre les 2 premiers avions. Alors, les 2 premiers avions, il décide de le revendre. Et sachez que les 2 premiers avions qui étaient revendus, à l'époque, ce n'était pas à Mamadou Sylla, mais c'était plutôt à l'État nigérian. Donc, c'est le Nigeria. Juste après la prise de pouvoir par le général Lansana Conté, c'est le Nigeria qui va racheter les 2 premiers avions. Et ensuite, le petit avion qui va rester, l'État va continuer, ils vont dire c'est pour les déplacements du feu général Lansana Conté. Mais sauf qu'à quelques années après la vente des 2 avions au Nigeria, le petit avion va être utilisé pour les déplacements du président. Et les institutions de Bretton Woods vont s'apercevoir que ça coûtait trop à l'État guinéen. Donc, puisqu'on est dans un programme formel, ils vont dire à l'État guinéen, on ne peut pas continuer à supporter un investissement sur cet avion-là. Eh bien, il faut essayer de trouver une solution. Donc, c'est à partir de cet instant que l'État va décider de revendre le petit avion qui servait de déplacement au chef de l'État parce qu'à l'époque, l'État n'avait pas les moyens de prendre en charge les coûts de vol, les entretiens, les révisions et tout. Donc, c'est à cet instant qu'ils vont décider de revendre le petit avion à Mamadou Sylla. Donc, la convention est faite. Il y a le décret de dissolution de Air Guinée qui va être prise par le directeur de l'unité de privatisation à l'époque, sous ordre du ministre d'alors des Transports et des Travaux publics. Et ensuite, une convention de cession va être élaborée. Alors, dans cette convention de cession, c'était évidemment le Boeing 735-200, un DH-7, les pièces de l'échange, des 10 avions, et également d'autre part les infrastructures et installations de l'ancienne Air Guinée, comprenant les immeubles abritant le siège, ainsi de suite. Donc tout cela va être mis dans la convention. Ils vont signer la convention. Alors sauf qu'au moment où on signe la convention, l'avion n'était pas en Guinée. L'avion était du côté de l'Israël. Pour une révision. C'était pas en France, hein? Voilà, c'était pas en France. Alors ça, c'est à la fin pour l'étape de la France. Alors l'avion était à Tel Aviv, donc il fallait ramener l'avion à Conakry. Et la Guinée devait de l'argent à la société IAI, qui est une société israélienne de révision des avions, aussi de conception parfois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, vous nous devez de l'argent, il faut d'abord payer ce que vous nous devez avant de laisser l'avion revenir en Guinée. Donc, l'État n'avait pas les moyens. Donc, dans la convention qui tourne autour de 5 millions de dollars, Mamadou Sylla va débourser 2 300 000 dollars pour le paiement de la première tranche, conformément à la convention. Alors, ce qui va se passer, il va payer cet argent-là, plus les 2 moteurs qui sont sur place, pour rapatrier l'avion en Guinée. Donc, il paye l'argent, l'avion vient, mais les 2 pièces du moteur restent sur le sol israélien. Donc, lorsque l'avion rentre en Guinée, il va commencer les vols. Sauf que là aussi, il y a un autre problème, parce qu'il y a des pays où, par exemple, le Nigeria, avec les droits de vol, nous devons de l'argent au Nigeria.
Nous devons de l'argent à beaucoup de pays. Et à chaque fois que l'avion vient, on cloue l'avion au sol, on dit vous nous devez de l'argent, il faut le payer. Et donc c'est celui-là, l'acquéreur, qui va payer ces droits qu'il devait, par exemple, aux Nigérians, à d'autres pays. Donc ainsi de suite, Mamadou Sylla va s'apercevoir que c'est un investissement qui risque d'être un investissement à perte. Après, l'avion a des problèmes, on prend l'avion, on l'envoie en France pour une révision, cette fois-ci à Perpignan, dans une société française. L'avion, avant d'arriver, ils vont dire, bon, on l'envoie pour un check, pour regarder une révision, voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais bien avant que l'avion vienne, ils vont payer 300 000 euros, pardon. Parce que c'est le principe un peu de l'aviation. Avant qu'on ne voie l'avion d'abord, vous payez l'avance. Ils payent 300 000 euros, l'avion arrive en France, on fait la révision de l'avion, on trouve que l'avion n'est pas dans les normes. On dit, au lieu de faire une révision, l'avion que nous avons en face, pour la sécurité des Guinéens, il faut tout simplement clouer l'avion là au sol et refaire le tout. Et alors, Mamadou Sylla demande alors la facture, on l'envoie une facture de 3 millions d'euros. Et à partir de cet instant-là, Tel Aviv, de l'autre côté, qui avait demandé qu'on paye pour les 2 moteurs, se rend compte que l'avion est à Paris, ils vont en France, à Perpignan précisément, ils portent plainte contre l'État guinéen pour dire, vous nous devez de l'argent, l'avion ne va pas quitter le sol français tant qu'on ne nous rembourse pas. Et donc, il y a un procès en première instance. Ensuite, on va interjecter appel en deuxième instance. Et arrivé à ce niveau-là, le tribunal va tout simplement dire à l'État guinéen, notamment à Mamadou Sylla, de régler cette facture-là. Et pourquoi l'avion n'est pas en Guinée? Jusqu'à présent, cet avion est bloqué en France depuis 2006, Lamine. Donc, l'avion est en France, dans l'usine. Et jusque-là, on est en train de faire une révision, mais on dit tout simplement, il faut tout refaire sur l'avion. Voilà, depuis 2006. Depuis 2006, l'avion est cloué. Voilà, l'avion est cloué. L'avion est cloué sur le sol français. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Mamadou Sylla avait dit, j'ai payé tout ce que je devais à l'État. Mais sauf que, en parcourant ces dossiers-là, je me suis rendu compte qu'il doit toujours de l'argent à l'État guinéen dans cette convention-là. À Perpignan. Hein, justement, l'avion est à Perpignan depuis 2006. Donc, cet avion est sur le sol. Il faut qu'on aille saluer alors, pour finir rapidement... On peut encore aller plus loin pour peut-être demander cette... si c'est une usine, si c'est un garage, j'en sais rien du tout. Oui, c'est dans un garage. C'est important quand même. C'est dans un garage, donc l'avion est une usine ne va pas garder un épave comme ça chez eux. Mais laisse-le finir, quelque part, avec plein de nids de poules dedans maintenant. Alors l'avion est de ce côté, c'est dans un garage et il faut que l'État paye cet argent-là pour qu'on puisse... C'est rouillé maintenant. L'avion d'ailleurs est irrécupérable. Oui, c'est ça. Donc c'était en tout cas la version de Mamadou Sylla, mais sauf qu'il doit de l'argent à l'État guinéen parce qu'on parle de 3 millions et quelques dollars de dollars que Mamadou Sylla doit dans cette convention. Maintenant, sur le dossier Futurelec, puisqu'il avait dit aussi à l'antenne qu'il n'a jamais été entendu par Dr Ousmane Kaba. Sauf qu'à l'époque, c'était M. Mokhtar Baldé qui l'avait reçu au camp Alpha Yaya. Lorsque le CAS a été mis en place, le comité d'audit pour la surveillance et surtout des secteurs stratégiques de l'économie. Il va venir en 2009, il va être écouté avec Dembo et tout son staff sur le dossier Air Guinée et après sur les d'autres conventions commerciales avec l'État. Vous savez, en 2000, lorsqu'il y a eu 2001 la rébellion, il avait envoyé de l'armement pour l'armée guinéenne. Ensuite, sans compter les sacs de riz, les subventions, il le faisait depuis des années avec une convention avec l'État guinéen. Donc ça a coûté des milliards de 2000 à 2005. Ensuite, ils ont fait l'audit et Mamadou Sylla, les résultats qui sont sortis à travers le ministère de la prise en charge du contrôle économique et financier, ils ont sorti un chiffre. Futurelec a dit qu'il n'était pas d'accord avec le titre de l'État guinéen, qu'il fallait un consultant indépendant. Donc ils ont envoyé le consultant qui a fait un travail aussi sur les transactions que l'État doit à Mamadou Sylla et que Mamadou Sylla aussi doit à l'État. Ensuite, ils ont fait un deuxième audit, cette fois-ci encore pour essayer de certifier les crédits, parce qu'au-delà de la convention commerciale, mais aussi il y a les prêts que Mamadou Sylla a contractés au niveau de la Banque centrale. Alors aujourd'hui, nous avons les chiffres en face. L'État guinéen doit à Mamadou Sylla 19 794 619 dollars. 19 794 619 dollars. C'est ce que l'État doit aujourd'hui à Mamadou Sylla. L'État guinéen. L'État guinéen. Selon les 4 audits qui ont été effectués en partenariat avec le ministère de la prise en charge du contrôle financier et économique. Mamadou Sylla aussi doit à l'État guinéen quand même une somme assez importante, la mine. Il s'agit surtout de la somme qui tourne autour de 28 milliards 319 millions 181 977 francs. Ça fait 2 millions, c'est rien. Justement. Donc,
ça a été déduit dans les fonds qu'il devait à Air Guinée. On a rémisé ça sur les 28 milliards. Donc c'est ce que Mamadou Sylla aujourd'hui doit à l'État guinéen. Par rapport au dossier qui est au niveau de la CRIEF, parce qu'on a cité Futurelec, il dit, on a cité ce dossier, mais sachez que l'État aussi me doit de l'argent dans cette convention-là. Donc sur les 19 millions de 794 600 $, ça, l'État, il faudrait que l'État aussi essaie de respecter ses engagements. Justement, le doit plus. 19 millions de dollars. Voilà, par rapport à ce que nous devons... 2 millions de dollars. Voilà, justement. Donc aujourd'hui, il réclame cet argent-là. Imaginez-vous, c'est 2000 à 2005. Et aujourd'hui, le travail est en train d'être fait. Mais sauf que, Lamine, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Certes, aujourd'hui, il réclame ces fonds à l'État guinéen. Mais sauf que ce qu'on dit, par exemple, par rapport à la rébellion de 2001, on parle de surfacturation de la part de M. Mamadou Sylla. Les chiffres qui ont été présentés, les sommes qui sont sorties, l'argument qui est arrivé, Mamadou Sylla aurait surfacturé 15 fois plus par rapport à la facture qui a été présentée à l'État guinéen. Donc les auditeurs... Il y a une tradition qui est née en France, ça s'appelle les rétrocommissions. Justement. Donc il y a eu une surfacturation selon en tout cas certains agents, les contrôleurs de l'État, pour dire que le chiffre qui a été présenté par Mamadou Sylla, le chiffre a été grossi. L'État ne devrait pas 19 millions de dollars à Mamadou Sylla. Donc, il faut revoir, faire un audit. C'est ce que la CRIEF aujourd'hui est en train de faire. Je pense que dans ce travail-là, on va essayer de tirer un peu tout cela au clair pour voir qui doit à qui. Est-ce que Mamadou Sylla, les chiffres de 19 millions qu'il a présentés depuis 2000, il le réclame à l'État guinéen? Est-ce que l'État a un droit aujourd'hui de s'acquitter de cela, sachant qu'aujourd'hui, on parle de surfacturation? Sans compter, ce matin, j'ai échangé avec lui, il dit que même le CNDD, le droit de l'argent, parce qu'à la prise de pouvoir de l'armée, ils sont allés au siège de Futurelec. Finalement, tous les régimes. Prendre des voitures, des pick-up. Condé, justement, jusqu'à... Non, bon, je ne parlais pas de Doumbouya. Bon, c'est une dette légitime, voilà, que l'État doit assumer. Donc, 19 millions... Quand tu me rappelles les chiffres là, quand même, 19 millions de dollars, comparé à 2 millions de dollars, c'est rien du tout. Oui, mais aujourd'hui, avec le contexte dans lequel on se trouve, c'est de savoir est-ce que la CRIEF... On te parle d'importation d'armements surfacturés à plus de 15 Donc, aujourd'hui, il faut que cela soit tiré au clair pour voir effectivement combien l'État doit à Mamadou Sylla, parce qu'on parle aujourd'hui de surfacturation dans ce dossier. C'est trop facile, hein. C'est trop facile quand on parle de surfacturation, ça rien du tout. Justement, non, calme-toi, s'il te plaît. C'est peut-être... Calme-toi. Non, mais c'est peut-être... Une phrase. Je vais essayer de dire une seule phrase. Donc, une virgule, et on va avancer pour dire que Mamadou Sylla était effectivement un homme puissant, parce qu'il était capable d'avoir ses rapports d'audit à lui. Nous reviendrons dans la deuxième partie pour montrer effectivement, que Mamadou Sylla, dans ce dossier, n'a pas été... La phrase continue. Non, vous verrez dans la deuxième partie. Voilà, une phrase, Roby. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait très bien les conditions dans lesquelles Mamadou Sylla avait ses proximités avec le général Lansana Conté et ses influences, et l'homme, au-delà de sa capacité à avoir ses audits, nommait au gouvernement, interchangeait les décrets. Donc à ce moment-là, tout le monde avait peur. Ah oui, tout le monde avait peur de lui. Oh, mais faut pas le cacher, l'ami. Non mais attends, faut pas le cacher. Non, mais comment ça, on sait très bien. Ça a été très bien expliqué. Tu vas sur un terrain glissant. C'est pas glissant. Mais si c'est glissant, laisse-moi. Si c'est glissant, il a dit lui-même. Si c'est glissant, laisse-moi tomber. Laisse-moi tomber seul. Ce que je veux dire. Parce que je t'aime bien. Parce que je t'aime bien. Ouais, mais après tu viendras ramasser les os. J'assume ce que je dis. On sait très bien comment ça s'est passé. Bangoura, la bande de Bangoura et Fodé, il y a eu plusieurs déclarations là-dessus. Des gens qui ont usé de la faiblesse du général Lansana Conté pour parfois interchanger les décrets, faire nommer leurs copains, leurs amis. On sait très bien les contrats léoniens signés avec l'État. L'argent là est parti où? C'est peut-être avec cet argent-là qu'ils ont acheté Air Guinée, bien entendu. Vous pensez qu'à l'époque là, vous pensez qu'à l'époque, Une phrase. Oui, mais une phrase. Voilà, une phrase. Oui. Mais Roby a absolument raison. Ces gens-là ont fait et défait les ministres, ont joué avec l'État. Ces gens-là nommaient des gens en fonction de ce qu'ils pouvaient leur rapporter en termes de business. C'est quelque chose qui est connu. Ça date pas d'aujourd'hui, tout ça. Bien. On feint de ne pas comprendre. Allez, c'est vraiment ça. On revient à 10h. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple.